Donc du coup, alors peut-être qu'on peut revenir sur les questions de la semaine, puisque j'ai pas pu faire de vidéo dessus. Euh, alors, il y en a une, j'ai commencé par celle-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, si vous l'avez lu, qui avez dû comprendre, hein, qui consistait à se demander si êtes-vous sûr de ne pas avoir... êtes-vous sûr que personne ne peut vous prendre votre liberté de penser? Voilà, c'était comme ça que c'était formulé exactement. Euh, bon, bah, c'était le petit clin d'œil à ma marotte dans l'année. Hein. Mes anciens élèves le savent et les nouveaux aussi, puisque j'en ai déjà parlé. Voilà, je suis un fan de Florent Pagny. Non, je déconne. En fait, c'est pas du tout que j'aime pas le chanteur. La personne ne m'embête pas du tout. Je m'en fiche. C'est simplement que voilà, il avait fait une chanson sur Vous n'aurez pas ma liberté de penser, qui résume assez bien ce que je crois ne pas être ou être le contraire de la liberté de penser. Voilà, une espèce de liberté de penser d'opérette. Voilà. Donc évidemment que la liberté de penser, s'il suffisait d'avoir des pensées pour penser librement, je crois que ça se saurait. Voilà. La pensée, c'est beaucoup plus complexe que ça. La pensée, ça se travaille. La pensée, ça se construit. La pensée, ça ne naît pas comme ça de rien. Ça n'est pas une génération spontanée. Penser, ça demande un effort énorme, ça demande une maîtrise du langage, ça demande d'avoir réfléchi longtemps à l'avance, ça demande d'être capable de construire une pensée, ça demande d'être capable de se poser des questions à soi-même. Platon disait, penser, c'est dialoguer avec soi-même. Hein. Et dialoguer avec soi-même, bah, c'est avant tout se poser des questions, chercher ses propres limites, dépasser sa propre pensée. Donc du coup, êtes-vous sûr que personne ne peut vous prendre votre liberté de penser? La réalité, c'est que si la liberté de penser se construit, évidemment, ce qui nous aide à la construire, parce qu'on ne la construit jamais seul, on la construit avec les autres et par les autres. Donc, si la liberté de penser se construit, évidemment que les autres ont à voir avec notre liberté de penser. Et donc, du coup, le risque est évidemment que nous soyons plutôt soumis à une forme de pensée qui n'est pas la liberté de penser, qui est justement une illusion de liberté de penser. Voilà, donc je ne vais pas développer plus, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est que si vous voulez penser librement, et évidemment, je sais à quel point c'est difficile, et quand bien même je ferai de la philo depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire presque 35 ou 40 ans, je sais bien qu'il m'arrive encore d'être évidemment victime et de me demander à chaque fois que je dis quelque chose si ce que je dis n'est pas, en fait, ne connaît pas des limites et quelles pourraient en être ces limites. Si parmi vous il y en a qui n'ont jamais changé d'avis depuis qu'ils pensent, qu'ils me le disent. Mais la réalité, c'est que oui, alors évidemment, être influencé par la personne qu'on aime, ça c'est une évidence, mais être influencé par ses parents, une pensée n'est jamais totalement dénuée d'influence. Hein. Et c'est plutôt bien l'influence. Les artistes sont toujours influencés par d'autres artistes, ils sont influencés par l'extériorité. Une pensée doit être influencée. L'influence de l'extérieur, c'est un des aspects de la pensée. La pensée, c'est un double flux, c'est un aller, c'est un retour. Y a toujours la pensée, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur et qui revient vers l'intérieur. Donc du coup, l'influence, c'est ça, hein, c'est quand tout à coup le flux rentre en nous. C'est un peu comme la mer, hein, voilà, c'est ce mouvement perpétuel de la mer. Eh bien, c'est ça la pensée. Parfois, ben, nos pensées sont plus calmes, et puis elles vont, elles viennent tranquillement. Et puis, ben, parfois, on est à marée basse, et puis après, parfois, on est submergé par nos pensées, et puis on est en pleine tempête intellectuelle. Bon, je crois que notre pensée est un océan en fait, et que il est intéressant de se laisser de temps en temps de se laisser influencer, de laisser entrer ce flux de pensées extérieures, même si elles nous dérangent. Alors évidemment, c'est vrai que le risque, c'est de le faire sans esprit critique, et c'est vrai que l'amour aurait plutôt tendance à bon, peut-être faire reculer l'esprit critique. Mais c'est ça tout l'effort, je crois, de la philosophie, c'est notre capacité que nous devrions avoir à séparer nos pensées de nous-mêmes. C'est ce que je disais juste avant de lire le commentaire d'Alexis, c'est que il me semble que l'idéal est de séparer notre pensée de nous-mêmes. Dans ce sens, il n'y en a pas un parmi vous, et moi encore moins, qui pense aujourd'hui ce que je pensais il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a encore 30 ans. Bon voilà, bon vous n'avez pas 30 ans, donc il y a 30 ans vous ne pensiez pas encore. Mais pour beaucoup d'entre vous, en tout cas que je vois défiler ici, Nat et JPC, donc nous changeons d'avis, et c'est ça la pensée. La pensée, c'est du mouvement, et il faut ce mouvement. Et donc l'influence, c'est une capacité qui nous donne justement la capacité d'aller, d'aussi nous influencer le monde.
parce que nous devons influencer le monde. Quand je parle de colère, je parle de ça en fait. C'est souvent la colère, elle vient de notre impuissance. Elle vient d'un ressenti d'injustice intérieure et de quelque chose qui nous rend impuissants face à une réalité. Cette impuissance, elle est réelle ou pas, cette injustice, elle est réelle ou pas, peu importe. Hein. On peut aussi se tromper sur le fait qu'on ressent une injustice alors qu'elle n'existe pas. Bon, mais l'idée, c'est de dire que, en fait, cette colère, c'est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur, et il faut qu'elle trouve son émancipation vers l'extérieur. Il faut qu'elle trouve son chemin vers l'extérieur. Et je crois que c'est important parce que la colère, elle influence aussi l'autre. Évidemment, encore une fois, comme je l'ai dit, moi je parle de l'expression de la colère par les mots et par la parole. Hein. Voilà, ou par l'écriture, mais évidemment pas par les claques dans la tête. Bon, voilà. Voilà, la liberté de penser, je crois que de temps en temps, il faut accepter de la perdre. Voilà. On n'est pas être libre de penser, c'est pas penser n'importe quoi, c'est pas penser tout ce qu'on veut, c'est pas penser sans réfléchir et émettre des avis infondés ou des jugements rapides sans réflexion. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une démarche intérieure, c'est un travail sur soi-même, et je pense en fait que c'est le travail de toute forme d'humanité. Je pense que c'est ça un être humain. Un être humain est un être pensant dans le sens où il est toujours dans le mouvement de sa propre construction, et que c'est sa pensée. Donc du coup, voilà, de temps en temps, parfois, comme le dit Alexis, je crois qu'il faut laisser la chance aussi aux personnes qu'on aime et qui vous aiment de vous prendre votre liberté de penser et de vous influencer parfois, quitte à faire demi-tour à un moment donné, mais il est bon parfois de se laisser porter par les vagues, un peu au large, même si ça... c'est peut-être problématique pour revenir parfois. Il n'empêche que, voilà, je crois que c'est utile. C'est utile d'aller se perdre, d'errer. Voilà, errer, ça veut dire faire des erreurs. Donc je pense que il est utile d'errer, et parfois errer, E2RER, hein, bon. Et l'errance, elle est toujours plus facile à deux parce que du coup la peur arrive moins vite. Voilà. C'est le rôle de l'amour peut-être, mais l'amour au sens général, et évidemment sûrement de l'amitié, et justement de cette force qui nous guide dans la philosophie, parce que je vous rappelle que le philosophe quand même c'est l'amoureux de la sagesse, hein, quand même. Voilà. Bon, donc c'était quand même un passionné. Bon. Donc voilà, ça c'était pour la petite rigolade sur Florent Pagny et la liberté de penser. Il y avait aussi puis-je être sûr d'avoir raison. Alors ça rejoint évidemment, hein, les deux se rejoignent, hein, j'avais un peu fait volontairement le choix de les faire se suivre. Parce que dans la liberté de penser, ce qui est le plus grand risque pour nous, enfin on est notre premier obstacle à la connaissance, hein, et donc du coup dans la liberté de penser, ce qui est le plus grand risque, c'est justement de s'accrocher à ces certitudes. C'est toujours cette crête, ce chemin de crête qui fait que nous devons douter, mais douter en permanence et douter de soi en permanence et de ses propres idées n'a aucun sens, si ce n'est à devenir sceptique et à se perdre totalement. Le doute, doit toujours trouver ce moment où il va s'interrompre pour se poser comme certitude. Et c'est là qu'intervient le dialogue. C'est dans le dialogue que justement je peux laisser le doute de côté. Le doute est quelque chose d'intérieur que je peux me permettre quand je réfléchis, quand j'essaie de construire ma pensée. Et puis cette pensée, après, elle doit s'exprimer vers l'extérieur. Et c'est là que je vais tester le fait d'être sûr que je suis parvenu à une certitude. Tant que je n'ai pas soumis ma certitude à autrui, elle vaut rien, elle vaut rien. Donc du coup, et puis la soumettre ne veut pas dire simplement profiter de la liberté d'expression et puis l'émettre. Et puis en disant, quand on me pose une question, en disant je sais pas, enfin je le pense, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Je dis souvent ça, hein, quand ce qui se pense bien s'énonce clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément. Bon, c'est pas de moi, hein, c'est de Boileau. Bon, mais je crois qu'une pensée ne commence à exister réellement. Alors elle peut être ressentie, hein, on peut avoir une intériorité qui est ressentie, mais une pensée philosophique, elle ne prend corps, elle ne se matérialise qu'à partir du moment où elle devient un son. Voilà. Vous le savez comme moi, hein, moi sous la douche, quand je chante dans ma tête, je chante juste, toujours. Dans ma tête, je chante toujours juste. Et puis quand seul coup, je me mets à chanter et que les gens m'écoutent, ils s'en vont. Bon, ils fuient. Bon. Et ben la pensée, c'est pareil. Parfois, on croit avoir des pensées très claires, et puis quand il s'agit de les exprimer, et puis qu'on nous pose des questions, eh bien, on ne trouve plus du tout la possibilité de les exprimer. Voilà.
Donc je crois qu'il faut, la pensée, elle a besoin d'outils, la certitude, elle a besoin d'outils. On doit avoir des certitudes auxquelles on s'accroche, c'est ce que moi j'appelle des concepts, des petits outils intellectuels qui nous permettent de nous raccrocher, des principes intellectuels, des méthodes intellectuelles, une posture, voilà, une posture philosophique, c'est ce que j'appelle la posture philosophique. Mes anciens élèves et mes élèves doivent savoir de quoi je parle. Je crois qu'on a besoin de ça, voilà. Et ensuite, je pense que le reste se construit, que les certitudes, le plus grand risque des certitudes, c'est de nous prendre nous-mêmes à notre propre piège. Voilà. D'autant plus que la question c'était puis-je être sûr de ne pas d'avoir raison. Forcément, quand on a raison, on est sûr qu'on a raison. Autrement, on pense pas avoir raison. Donc, il faut penser avoir raison, mais en même temps, il faut garder cette capacité à revenir sur cette certitude. C'est ça le plus dur, c'est-à-dire se déconstruire soi-même, dépasser sa propre pensée. Et puis rapidement la dernière, et puis après je vous laisse. La dernière c'était faut-il avoir peur de l'avenir? Alors bon, on pourrait évidemment cette question je l'ai posée parce que c'est évidemment une question d'actualité. Hein. On voit bien aujourd'hui que quand on parle de l'avenir, on parle les jeunes parlent évidemment de leur avenir professionnel ou plus encore de leur avenir dans cette nature et dans ce monde qui leur paraît à la dérive complète, démocratique, écologique, sociale, etc. Donc du coup, ça peut être ça la question, mais du coup, elle n'est pas philosophique parce qu'elle serait très spécifique et chaque domaine de danger dans l'avenir devrait être traité par une science particulière. Le philosophe, lui, dans Faut-il avoir peur de l'avenir, voit une chose essentielle, c'est que la question pose la question de la nécessité de la peur de l'avenir. Est-ce que avoir peur de l'avenir est une nécessité? Alors, on dit souvent, ah oui, c'est parce que l'avenir est inconnu qui nous fait peur. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas une vérité forcément universelle parce que je pense au contraire que pour beaucoup l'inconnu nous attire et nous fait pas nécessairement peur. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'inconnu qui peut être justement de l'ordre de l'attirance plutôt que du rejet par la peur. Donc du coup, je ne pense pas que ce soit forcément ça qui nous fait peur dans l'avenir, mais je pense qu'il y a une chose qui nous fait peur dans l'avenir, une nécessité qui nous fait peur dans l'avenir, et qu'on ne s'avoue pas, mais qu'on traduit par d'autres désirs et d'autres peurs, c'est la peur de la mort. Il y a bien la seule chose dont je suis sûr dans mon avenir, c'est que je vais mourir. Le reste, j'en suis pas sûr. Hein. Est-ce que qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que cette plateforme va fonctionner? Est-ce que je vais avoir ce que j'ai commandé au Père Noël pour Noël? Bon, ça, je n'en suis pas sûr. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que je vais mourir. Et que je crois que essentiellement, la question faut-il avoir peur de l'avenir pose ce problème. C'est-à-dire, considérons-nous que nous sommes victimes du temps, victimes de ce qui va advenir, ou considérons-nous que nous sommes sujets du temps, que nous sommes acteurs de notre propre existence? C'est ça la vraie question, faut-il avoir peur de l'avenir? Et d'ailleurs, quand on est dans donc en définitive, ça revient à se demander une autre chose, c'est le temps est-il un objet, ou le temps est un objet extérieur à moi, qui serait, vous savez, ce temps qui glisse entre mes mains, comme le sable entre, bref, blablabla, le fleuve qui m'emmène de ma naissance vers ma mort, machin, cette flèche du temps qui va de la naissance à la mort, tout ça, et qui est inéluctable, ce temps qu'on peut pas comprimer, dans lequel on ne peut pas accélérer, l'espace, je vais super vite dans l'espace, hein. Là, regardez, je suis à la fois chez moi et chez vous en même temps. Bon, donc on a un pouvoir pour réduire les espaces qui est très très fort hein, dans l'humanité, avec les moyens de transport, etc. Puis maintenant Internet, on peut être à l'autre bout du monde en direct très rapidement. Mais par contre sur le temps on n'a rien, on peut pas comprimer le temps, on peut pas remonter dans le temps, vieux fantasme de l'homme, hein, créer une machine qui remonte dans le temps. Et donc du coup on ne peut pas le faire et ce temps, il semble nous échapper, être un objet extérieur. Mais on peut considérer c'est que le temps est une espèce de construction intérieure, hein, que le temps c'est pas ce qui défile sur ma montre et que je subis, mais ce temps subjectif, ce temps objectif plutôt, scientifique, mais que le temps c'est justement de la conscience. Le temps c'est peut-être l'attention que je porte au monde. Peut-être que c'est cette capacité que nous avons à créer nous-mêmes l'épaisseur du présent. C'est ce que Bergson appelle la durée. Voilà, on l'a tous vécu. Enfin, on passe une heure à s'ennuyer, puis une heure à faire des choses qui nous intéressent. On voit bien que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. Hein. Prévert disait une chose très très belle. Hein. Il disait le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Voilà. À partir du moment où je veux tuer le temps parce que je le crois extérieur à moi et qu'il me menace, parce qu'il m'emmène vers ma mort, en définitive, ce n'est pas du temps que j'ai peur. C'est de moi-même en fait. C'est de mon incapacité à agir pour être moi-même dans l'instant dans lequel je suis. Et est-ce que justement, faut-il avoir peur de l'avenir n'est pas justement ce questionnement que nous devrions tous avoir sur
l'idée que nous pourrions espérer un ailleurs plus tard qui serait meilleur, ou que nous pourrions exister ici et maintenant dans l'attention que nous portons au présent et que nous portons aux gens qui nous entourent. Voilà, c'est une vraie question. Alors je lis, excusez-moi, les commentaires. Oui, l'avenir n'est pas concret. C'est vrai. Alexis a raison. L'avenir n'est pas concret, mais il n'est pas complètement abstrait puisque en réalité, cet avenir, j'ai déjà vécu parce que le présent, c'est bien quelque chose qui était mon avenir justement. La conscience que j'ai de mon histoire, la mémoire et le devoir de mémoire, par exemple, dans les sociétés et l'histoire en général, a bien ce rôle-là, en définitive, d'essayer de comprendre comment ce qui était à venir est advenu. Et effectivement, là où tu as raison, je crois, Alexis, c'est que quand je parlais de la mort tout à l'heure, c'est que si je suis sûr que je vais mourir, je suis sûr d'une autre chose, comme le disait Épicure, hein, c'est que ma mort et moi, on va jamais se rencontrer. C'est-à-dire que quand je serai mort, je ne serai plus, et quand je serai, tant que je suis, ma mort n'est pas. Hein, donc du coup, ma mort et moi, on ne se rencontrera jamais. Voilà. Mais par contre, je fais l'expérience de la mort, la mort de mes proches, la mort. On meurt dans le monde. Alors ça me parle pas, hein, parce que les gens peuvent bien mourir dans le monde. Il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée, mais on se rend pas compte de ce que ça veut dire. Bon, de temps en temps, on nous montre une image, bon, d'un corps. Ok, ça nous renvoie un peu à un truc, mais on oublie vite. On oublie vite puisque la mort a toujours quelque chose d'intérieur. En fait, elle n'est jamais extérieure à nous. C'est en ceci qu'elle a quelque chose de très très concret, en tout cas de très charnel en chacun d'entre nous. C'est que quand bien même je parle de la mort de l'autre, quand je pense à l'autre, je pense à moi en fait. Je pense à ma relation à l'autre. Et on ne pleure jamais que sur soi-même quand quelqu'un meurt. C'est un peu dur ce que je viens de dire, il faudrait développer. Là, je vais un peu rapidos, hein, mais comme ça, tout le monde partira avec peut-être des colères sur ce que je viens de dire ou des questions qu'il posera la prochaine fois. Mais peut-être qu'en définitive, quand on pleure sur la mort de quelqu'un, on ne pleure que sur son propre rapport à l'autre, à ce qu'on a manqué, à ce qu'on a peut-être réussi, à ce qu'on ne pourra plus revivre avec. Et donc du coup, je crois que la mort a quand même quelque chose de très très concret, même quand c'est la mort de l'autre, parce qu'elle nous renvoie toujours à une part de ce que nous avons construit ou que nous n'avons pas réussi à construire de notre propre existence et de notre propre identité. Voilà. Voilà, faut finir sur la mort là, les gars. C'est un peu dur. Et sur l'avenir, c'est de ma faute. Hein, c'est moi qui l'ai décidé ainsi. Bon, bref, voilà. Écoutez, je ne sais pas. Vous direz ce que vous avez pensé de ça. Je ne sais pas si je continuerai ou pas. En tout cas, je suis ravi de voir qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont passées et qu'il y en a encore 13 qui ont eu le courage de rester. Ça me réjouit parce que je pensais pas moi du tout que ça marchait. C'est mes filles qui m'ont dit tiens, tu devrais faire ça. Je vous avoue que j'étais pas chaud pour le faire, même un petit peu inquiet. Mais là, je vois, il y a encore des gens qui arrivent. Bonjour. Je vois que c'était plutôt sympa pour moi, voilà, même si j'ai l'impression d'être un peu fou à parler à un trou noir et à voir de manière floue mon propre visage en dessous. C'est quand on boit un coup, écoutez, vous savez, si vous avez des questions là par exemple, allez-y, posez-les. Et s'il n'y a pas de questions, je crois que d'ailleurs, vous voyez, moi j'avais prévu d'en boire un. Donc voilà, si vous avez des remarques ou des questions, elles seront les bienvenues. Elles peuvent être là maintenant en direct ou elles peuvent être plus tard. Mais autrement, peut-être que on peut se dire bonsoir et à la prochaine fois.